Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc, en mécanique quantique, le principe d'indétermination fait que les valeurs telles que vitesse, position, énergie ne peuvent jamais être tous strictement exacts, au moins ensemble. Et cela conduit à des fluctuations des valeurs autour de valeurs moyennes. Ces fluctuations sont toujours très très petites, à l'échelle atomique. Mais elles sont quand même détectables. Elles conduisent par exemple à certaines formes de bruit électronique ou elles limitent les mesures de très haute précision. Et elles ont également des conséquences dans divers phénomènes physiques. Au début de l'univers, même si une petite zone avait pu s'homogénéiser avant l'inflation, il ne restait pas moins qu'il devait y avoir ces fluctuations quantiques dans les valeurs, notamment la densité de particules. Puis s'est produit l'inflation. Et en une fraction de seconde, c'est toute cette petite zone qui s'est retrouvée amplifiée, gigantesque. Cela a également amplifié les petites différences dues aux fluctuations. Et cette amplification a été considérable. Ainsi, de petites différences de densité dans la zone, séparées de milliardièmes de mètres, se sont retrouvées séparées brusquement de plusieurs années-lumière. Dans cette nouvelle situation, il y a également des fluctuations quantiques, toujours très petites, et donc plus moyen d'effacer ces fluctuations qui ont tenu une taille énorme. Et elles sont un peu comme gelées. Ces fluctuations dans la densité de l'univers sont alors permanentes. La mécanique quantique permet de calculer ces fluctuations, leur amplification avec l'expansion, etc. On peut tout calculer, on peut également calculer les corrélations que l'on mesurerait dans la densité ou la température en fonction de la distance. Et ce que l'on obtient, c'est un spectre en puissance, donc qui décroît selon une loi en puissance en fonction de la distance. Et ça, c'est exactement le spectre qui est observé dans les fluctuations du rayonnement fossile. On a donc là une conséquence de l'inflation et en même temps une explication de ce spectre très particulier. C'est un argument très fort pour l'existence de l'inflation. Personnellement, avant cela, je doutais de l'existence de l'inflation. Oui, elle résolvait le problème de l'horizon, la platitude, mais elle me semblait quand même ad hoc. J'aurais préféré des lois physiques qui expliquent ces situations plutôt qu'une hypothétique inflation. Mais les mesures des fluctuations du rayonnement fossile avec Planck et WMAP ont achevé de me convaincre en me disant mais voilà une conséquence observable et mesurable de l'inflation et donc j'ai rejoint ceux qui pensent qu'il y a eu une période d'inflation. Mais quelles sont les causes de l'inflation? Ça, en fait, on l'ignore. En relativité générale, rappelez-vous l'équation d'Einstein, G égale T, T c'est l'énergie impulsion de la matière, et pour une matière, on va dire, normale, le tenseur énergie-impulsion est toujours positif. Cela conduit à un ralentissement de l'expansion à cause de la gravitation. Il faut quelque chose qui est répulsif au sens de la gravitation pour provoquer un phénomène comme l'inflation. On a donc plusieurs hypothèses. L'une d'elles est basée sur les ruptures de symétrie. Alors qu'est-ce que c'est? La théorie quantique des champs a permis une formulation extrêmement poussée et perfectionnée de la description des interactions fondamentales. Et ainsi, l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, responsable de certaines formes de radioactivité, si différentes, ont quand même pu être unifiées en une seule interaction à travers les symétries
auxquelles obéissent ces interactions. On a ainsi une interaction électrofaible qui va subir une rupture spontanée de symétrie. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, prenons par exemple une barre verticale, bien droite, vous appuyez de manière uniforme dessus, à un moment donné, la barre va fléchir. Mais elle va fléchir forcément d'un côté précis. Et au départ, on a une symétrie par rotation, et après qu'elle a plié, il n'y a plus de symétrie par rotation. On parle de perte de symétrie, de rupture de symétrie, et celle-ci est spontanée. On observe ça dans beaucoup de systèmes, comme l'aimantation, des choses de ce genre. Et c'est un phénomène analogue qui fait qu'on a une séparation en deux interactions avec des comportements très différents, l'une véhiculée par les photons, l'autre par les bosons W et Z, très différentes suite à cette rupture de symétrie. Dans cette rupture est impliqué le vide quantique qui est lié au boson de Higgs. Le boson de Higgs étant la particule qui donne la masse aux particules, qui a pu être élaborée de manière théorie élégante par Peter Higgs, Englert, Brut, Englert, etc., et qui s'est avéré être correct. On a découvert le Higgs grâce à l'accélérateur LHC, ça leur a valu le prix Nobel, et on a pu ainsi, et le champ de Higgs ainsi avec le vide, subit une transition lors de la rupture de symétrie. Il passe d'un vide quantique à haute énergie vers un état plus basse énergie. En fait, c'est le champ qui est dans un certain état de base et il passe à un autre état de base d'énergie plus basse. Et l'énergie donne en particulier, et le X donne la masse aux bosons W et Z en laissant une symétrie résiduelle qui permet aux photons de rester sans masse. Théorie précise, rigoureuse, élégante et qui a pu être largement confirmée dans les grands accélérateurs de particules. S'il y a énormément d'énergie disponible, ce qui était le cas au début de l'univers, parce que la pression, la température, la densité étaient colossales, on parle de milliards de degrés, l'énergie thermique disponible est phénoménale, se traduit par des collisions ultra-violentes entre particules, etc. Et donc, dans ce cas-là, le vide reste dans un état excité. L'interaction électrofaible reste unifiée. Puis, à un moment donné, il y a de l'expansion, l'univers commence à se refroidir, il n'y a plus assez d'énergie, et le système subit une transition, la brisure de symétrie, qui provoque alors l'apparition du champ électromagnétique et du champ d'interaction faible. Et à cette occasion, une grande énergie est libérée. Alors pourquoi? Ben, évidemment, parce qu'on passe d'un vide très énergétique à un plus bas. C'est cette énergie-là qui est libérée. On a d'autres exemples de ce type. Par exemple, l'eau, lorsqu'elle gèle, les atomes s'ordonnent de manière cristalline, on a là une perte de symétrie. Alors que l'eau est isotrope, la même dans toutes les directions, le cristal, lui, n'est orienté que dans certaines directions. On a donc une perte de symétrie. Et lorsque on passe de l'état de glace à l'état d'eau, on a une certaine énergie qui est libérée, appelée chaleur latente. Et c'est exactement le même phénomène ici. Quand la glace gèle. Donc quand on a une perte de symétrie, lorsque l'eau gèle, il faut retirer la chaleur pour faire geler l'eau. Et cette chaleur, c'est cette chaleur latente, libérée lors de la transition et de la perte de symétrie. C'est exactement le même genre de phénomène ici, avec le vide quantique et le vide du boson de Higgs. Il est possible aussi que ces champs soient liés à la gravité. Alors on n'en a pas la preuve, mais c'est tout à fait plausible, puisqu'ils ont une énergie, une masse, donc ils doivent avoir une liaison avec la gravité. Et dans ce cas-là, cela peut provoquer un effet répulsif et une inflation. C'est donc tout à fait possible. Une autre hypothèse, souvent utilisée pour sa simplicité
dans la description mathématique, c'est l'utilisation d'un champ supplémentaire, un champ quantique supplémentaire appelé dilaton, qui a un effet répulsif et qu'on introduit facilement dans les équations pour reproduire l'inflation. Tout ça reste malgré tout spéculatif, parce qu'il faut des hypothèses non vérifiées, en tout cas inabordables actuellement, afin de reproduire le phénomène. Même si le tout reste assez plausible. Mais ça reste spéculatif et ça permet aussi de calculer divers scénarios d'inflation, de calculer les paramètres et de les tester par rapport à ce qu'on observe sur le rayonnement fossile. Actuellement, on ne sait pas trancher, mais il est probable que dans un avenir assez proche, on pourra évoluer. Lorsqu'on aura une théorie de gravitation quantique validée, on pourra alors mieux comprendre le couplage au champ gravitationnel, et ça apportera certainement des éclairages. De même que si on arrive, et on est sans doute assez près de pouvoir le faire, si on arrive à détecter les ondes gravitationnelles primordiales, celles qui ont été provoquées par l'inflation, par le Big Bang, cela apportera des informations précises sur le début de l'univers et sans doute sur l'inflation. L'avenir nous le dira dans un avenir sans doute assez proche. Voilà pour le début. Et on passe à l'étape suivante. On a notre état initial, on l'a toujours pas décrit. Quelle est la nature de la matière dans cet état initial, à T plus epsilon. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons la soupe de quark. Je vous remercie.